Eh bien, bonjour, bonjour et bienvenue à toutes et à tous à cette 16e édition des 24 heures pour rebondir, organisée par l'association Second Souffle et entre elles Webzine, le magazine web gratuit dédié à l'entrepreneuriat au féminin. Alors, c'est une édition spéciale consacrée pour la 4e fois à l'entrepreneuriat au féminin. Alors, je voudrais saluer bien sûr toutes les personnes qui nous suivent depuis maintenant quelques années, voilà, aujourd'hui sur le territoire métropolitain, mais également dans tous les territoires et les départements d'outre-mer, parce que j'ai su que l'on nous suivait notamment aux Antilles, à La Réunion et même en Polynésie, à Tahiti, où il doit être donc là maintenant 21h30 en ce moment, si si je ne me trompe pas. Et vous êtes, alors, on me dit à peu près de 800 personnes déjà connectées. Et voilà, ça va évoluer forcément tout au long de cette journée. Alors, William Pro, qui co-organise cet événement et qui a préparé cette journée, est en coulisses et réalise en direct cette journée. On le salue, bien évidemment. Et cet événement donc s'adresse plus particulièrement, vous l'avez compris, aux femmes entrepreneurs, porteuses de projets ou en phase de réflexion sur leur vie professionnelle. Alors, de nombreux invités, des échanges, des informations et des récits inspirants autour de tables rondes pour parler de l'entrepreneuriat au féminin tout au long de cette journée. Alors, rebondir au féminin, comme on le dit souvent, est-ce 2 fois plus compliqué que de rebondir au masculin? On tentera, j'espère, entre autres choses, entre autres sujets, de répondre à cette question. Et dans notre société, bien sûr, la charge familiale pèse encore trop souvent aussi sur les femmes. Et là, on va l'évoquer aussi avec nos invités. Alors, au programme, nous vous présenterons celles qui accompagnent, celles qui soutiennent, celles qui s'épanouissent et celles qui s'entraident, un certain nombre de femmes et d'hommes aussi engagés pour votre réussite, des réseaux d'échange qui évitent à vous, mesdames, de rester seules. Mais tout d'abord, je vais laisser la parole au discours d'ouverture de cette journée, à commencer par Madame Sylvie Dalguer, qui est déléguée à l'égalité femmes-hommes dans la région du Grand Est. Sylvie Dalguer, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, en étant un petit peu provocateur, j'ai envie de commencer par une boutade. Homme ou femme, un entrepreneur ou une entrepreneure est finalement un chef ou une cheftaine d'entreprise. Point. Bien, écoutez, bonjour à tous et surtout merci de m'avoir sollicité pour participer à cet événement. D'abord, peut-être quelques mots pour illustrer qui je suis, parce que en fait, c'est vrai que je suis honorée de porter cette parole, mais je voudrais rappeler que je suis moi-même chef d'entreprise depuis maintenant plus de 30 ans, avant d'être élue. Oui, C'est vrai vous que avez une entreprise avec votre mari, hein, c'est bien voilà, ça. c'est ça. Nous avons une entreprise artisanale et c'est vrai que ma pensée, mes paroles sont conditionnées aussi à cette histoire et elles n'ont pas vocation d'être la vérité. Une vérité, c'est ma vérité. Bien sûr, elle est enrichie des rencontres que j'ai faites au travers de ma délégation en Grand Est, mais néanmoins, c'est vrai que je suis, entre guillemets, formatée avec mon vécu. Et c'est vrai que pour ma part, si effectivement, comme vous l'avez rappelé, hein, les femmes ont souvent cette problématique de la double journée, des freins cognitifs qu'elles ont apportés. Au bout du compte, quand vous vous retrouvez devant votre banquier ou devant votre expert comptable, il ne vous demande pas si vous avez des enfants, il vous demande le résultat de votre entreprise. Et pour moi, entreprendre n'a pas de sexe. Entreprendre, d'abord, c'est alors certes beaucoup de soucis, mais c'est avant tout une grande joie. C'est prendre en main son destin. C'est voilà, vivre des moments joyeux, enfin joyeux et puis souvent beaucoup de soucis, parce que c'est vrai que ça nous accompagne tout au long de notre vie, dans notre quotidien. Parce qu'on est chef d'entreprise, même quand on ferme la porte de l'entreprise, ça reste toujours présent. Mais Donc voilà, c'est faire ce choix et l'assumer. exactement. C'est faire ce choix, l'assumer et puis se dire que, encore une fois, hein, de prendre en main son destin et d'accepter que dans le bon comme dans le mauvais,
et que quand ça ne va pas, en fait, ce n'est pas des échecs, mais bien des expériences que l'on accumule. Et ça, je crois que c'est vraiment très, très important. Peut-être que c'est par contre, une facette des femmes que l'on a, c'est que souvent, quand on a un échec, on a l'impression que le monde s'écroule. Et non, en fait, c'est simplement une expérience. Voilà, il faut savoir fermer la porte. Ça ne sert à rien de ressasser, hein, on se fait mal uniquement à nous-mêmes. Il faut simplement accepter de fermer la porte, de faire le bilan et puis de recommencer. Alors, ça signifie bien sûr prendre des risques. D'ailleurs, pour les hommes ou les femmes, c'est prendre des risques et ses responsabilités. Alors, prendre des risques, mais c'est la force des femmes, c'est de savoir mesurer ces risques, des fois un petit peu trop. C'est vrai que, comment dire, notamment au niveau des investissements bancaires, au niveau de la présentation de notre entreprise, souvent, lorsque vous demandez à une porteuse de projet de présenter, elle parle de sa petite entreprise, de son petit projet, alors qu'en fait, souvent, il y a une ambition extrêmement forte et souvent, elles ont préparé leur sujet, elles savent pertinemment là où elles veulent aller. Et quelquefois, en fait, et c'est ça l'une des difficultés que l'on rencontre, c'est que non seulement elles minimisent leur projet, mais derrière, en fait, comment dire, elles n'osent pas demander. Et ce qui fait que finalement, elles se dévalorisent elles-mêmes. Et en fait, l'une des ambitions, en tout cas dans ma délégation, c'est justement, au travers de différents programmes, de permettre à ces femmes d'oser exprimer leur ambition. Et avoir une ambition, ce n'est pas forcément réussir. C'est ça qui est très important. On peut avoir de l'ambition sans pour autant que derrière, il y ait un succès. Et je pense que c'est peut-être ça aussi, c'est que nous, on a ce souci de se dire, voilà, il faut que tout soit prêt pour que ça puisse fonctionner. Or, finalement, peut-être que les hommes, eux, ont moins ce souci de la réussite. Alors justement, dans votre région, Madame Dalguer, vous avez développé un réseau qui s'appelle justement Elles osent dans le Grand Est. Alors expliquez-nous un petit peu comment vit ce réseau. Bon, c'est ce qu'on appelle chez nous un programme Pépite. C'est un programme c'est un appel à projet, un appel à candidature, et nous sélectionnons 14 jeunes femmes qui, tout au long d'une année, sont accompagnées dans leur savoir-être, leur savoir-vivre, dans leur capacité à évoluer devant justement des banques, des assureurs, etc. Et c'est vrai que là, nous en sommes à la 4e cohorte. Alors, nous ne gérons pas uniquement des femmes chefs d'entreprise, mais aussi dans l'associatif. Parce que travailler dans les associations, c'est aussi investir, c'est aussi travailler pour quelque chose qui, pour moi, est très important. C'est cette idée que lorsqu'une femme entreprend, elle travaille pour son territoire, pour le développement de son territoire. Et c'est en cela où nous, élus, c'est extrêmement important de valoriser cet entrepreneuriat féminin. C'est parce que derrière, ce sont des femmes qui restent sur leur territoire, qui développent des richesses. Et donc, du coup, effectivement, ce programme accompagne donc 12 jeunes femmes pendant un an, et cela débouche vers un voyage d'études au Québec où nous confrontons en fait l'entrepreneuriat féminin français et l'entrepreneuriat anglo-saxon. Alors justement, lors de ces voyages, il y a notamment un sujet qui est d'ailleurs assez prégnant sur la création d'entreprises, sur le montage des projets. C'est le sujet du financement des projets de manière générale pour les femmes, et ça peut être encore plus compliqué. Et donc notamment avec la rencontre avec une directrice de banque. C'est ça. Alors ça, c'est quelque chose, vous voyez, c'est là, enfin, je pense qu'il faut être extrêmement pragmatique dans nos visites, et l'idée, c'est effectivement de se nourrir de ces voyages, de faire du partage d'expériences. Et c'est vrai que nous avons rencontré Déborah Cher-Enfant, qui était très investie sur l'entrepreneuriat féminin, mais qui a été recrutée par l'une des plus grandes banques québécoises, qui s'appelle la banque TD, avec justement cette idée que le développement économique du Québec se fera par le développement de l'entrepreneuriat féminin. Et alors, c'est vrai qu'ils ont quand même, et c'est là où quelquefois on se dévalorise un petit peu en France, mais c'est vrai que l'entrepreneuriat féminin au Québec est beaucoup, en fait, si vous voulez, ce sont beaucoup des jeunes femmes qui ont un emploi
et qui entreprennent en parallèle de leur emploi. Donc, vous voyez, c'est encore un peu différent. Mais néanmoins, c'est vraiment considéré comme un élément de développement du territoire. Et à cet effet, effectivement, il y a des modules de formation des salariés de cette banque pour accueillir les jeunes femmes, pour les prendre en charge. Parce que justement, le constat est le même partout. Non seulement on minimise le projet, mais on minimise aussi la demande bancaire pour ne pas avoir trop de dettes parce qu'on ne sait jamais si ça ne va pas bien. Or, on sait combien c'est difficile d'emprunter. Donc, tant qu'à emprunter, autant emprunter un bon coup, parce qu'en règle générale, les banques ne prêtent pas deux fois. Et donc, c'est de préparer à la fois les salariés de la banque à l'accueil de ces jeunes femmes. Et pour notre part, nous allons au travers d'Elzo, justement, faire un module pour préparer les jeunes femmes à ces entretiens avec leur banquier, avec leur expert comptable, parce que le vocabulaire est important, parce que la posture est importante. Et c'est vrai que je pense que c'est un élément que qu'on n'avait pas identifié jusque-là, mais sur lesquels on va travailler fortement. Et puis, c'est vrai que vous savez, en Grand Est, nous avons un partenaire qui s'appelle BPI France. Et c'est pareil, nous allons avoir avec eux une grosse discussion pour justement, là aussi, peut-être voir avec eux comment former les partenaires de BPI pour accueillir le projet des femmes entrepreneurs. Oui, voilà, donc c'est vraiment former les agents de cette banque, notamment au dialogue, pour obtenir un dialogue adapté, à adopter vis-à-vis de ces femmes entrepreneurs. Et puis, il y a un autre sujet aussi qui est revoir peut-être le statut de ces femmes, parce que elles sont souvent auto-entrepreneurs et vous visez bien sûr à les encourager à passer très vite en EURL ou en SARL. Oui, pour moi, c'est vraiment un sujet qui est vraiment très, très important. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'entrepreneuriat féminin, mais je voudrais quand même rappeler que des femmes qui entreprennent, il y en a depuis toujours. Moi, j'ai vraiment une pensée pour les femmes agricultrices, pour les artisans, nos coiffeuses, nos boulangères. L'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose qui existe depuis, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, et c'est vrai qu'on l'a beaucoup porté au travers justement de l'auto-entreprise. Alors, c'est vrai que c'est bien. Ça permet de se lancer, ça permet justement, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir ce double cursus emploi entreprise. Mais je voudrais rappeler à toutes et à tous que la vie est longue et qu'il y a un truc qui s'appelle la retraite et que si on ne cotise pas, eh ben, on n'a rien. Et ça, c'est quelque chose que, effectivement, payer des charges, c'est compliqué pour une entreprise. J'entends souvent les femmes dire « Ah, mais moi, je crée mon entreprise parce que je vais pouvoir gérer mon temps, je vais pouvoir m'occuper de ma famille. » Voilà, il faut vraiment penser à long terme. C'est quelque chose peut-être c'est un message moi que j'aurais à apporter, c'est qu'une entreprise, c'est une aventure au long cours qui, encore une fois, il se met d'embûches, mais si on a toujours cette idée d'avoir ce temps d'avance, et ça, nous les femmes, on sait le faire. Il faut avoir ce temps de se dire que oui, on peut devenir malade, on peut être confronté à un divorce, on peut être confronté, donc comme je le dis, à la retraite. Et tout ça, si on n'a pas cotisé, si on ne s'est pas préparé, eh bien, on n'a rien. Et c'est tellement dur parce que je sais combien c'est l'investissement personnel, le temps passé, l'énergie dans une entreprise. Et quand au bout de 2 ou 3 ans, tout d'un coup, le pépin arrive et que du fait de votre statut, vous n'avez pas pu cotiser sur des assurances, etc., et bien c'est vraiment difficile. Donc pour moi, effectivement, auto-entreprise, oui. C'est vrai que c'est une belle formule, mais effectivement très important après de se rapprocher d'un expert comptable. C'est vrai que ça coûte, je le sais. Je pense qu'il doit y avoir des associations qui doivent pouvoir vous accompagner. Je vois Marie Rousselet, je pense qu'elle est bien plus au fait. Mais en tout cas, moi, dans ma délégation et sur cette question de l'entrepreneuriat féminin, c'est quelque chose qui pour moi est vraiment extrêmement important parce que voilà, il faut savoir se projeter aussi dans l'avenir. C'est ce que nous allons faire aussi au travers du PAREF. C'est un dispositif que nous avons également qui vise aussi, là aussi, à travailler sur l'emploi féminin.
Il faut vraiment tirer ces jeunes femmes vers le haut. Elles en ont les capacités. Il faut simplement quelquefois leur donner un peu le déclic pour leur faire croire un peu plus à leur projet. Et encore une fois, si elles se trompent, eh ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Enfin, je veux dire, voilà. Alors, Nul n'est tenu à l'exceptionnel. Hein. Il y a encore un autre sujet qui a été développé aussi dans le Grand Est, c'est le réseau rural. Vous en parliez, vous l'évoquiez rapidement, le réseau rural européen. Vous pouvez juste en dire un mot, parce qu'il y a peut-être justement des personnes qui Alors, c'est quelque chose qui est extrêmement important, mais qui vient de l'Europe. C'est vrai, on se demande toujours à quoi sert l'Europe. Et bien, pour le coup, c'est de valoriser la place des femmes dans les milieux ruraux, comme vraiment un vecteur de développement de ces territoires. Alors, c'est vrai que parler de ruralité en France, c'est quand même pas la même chose que quand c'est en Roumanie. Mais si on se compare avec des pays qui sont, entre guillemets, plus proches que nous, il y a l'Allemagne ou même l'Irlande. Et là, on peut se considérer extrêmement chanceuse parce que chez nous, une femme qui va travailler et qui met ses enfants dans une crèche puis à la maternelle, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Et c'est vrai que l'une des ambitions de ce réseau rural, c'est de faire prendre conscience aux maires, aux collectivités, qu'aujourd'hui, ce sont les femmes qui tiennent la campagne. Comme je le disais tout à l'heure, si vous sillonnez un village, vous allez voir la fleuriste, vous allez voir la coiffeuse, vous allez voir l'esthéticienne, la boulangère, la secrétaire de mairie, souvent aussi la directrice de l'école. Et la question, c'est comment on organise un écosystème pour que ces femmes puissent travailler dans de bonnes conditions, avec notamment une problématique, c'est la garde d'enfants, avec des horaires atypiques, avec des horaires adaptés. Et c'est vrai que ce travail, c'est ça. Il y a aussi un regard qui est porté sur les études que font les jeunes filles en ruralité, avec cette idée que partir de la ruralité, vous savez, on est dans un monde terriblement anxiogène, et sous couvert de vouloir protéger les jeunes femmes, et ben finalement, on les enferme chez soi. On les coupe un petit peu du monde extérieur. On leur dit reste bien à la maison. Et c'est vrai qu'elles deviennent très vite un soutien de famille. C'est elles qui s'occupent des petits frères, etc. Et finalement, on les enferme dans cette idée que l'avenir, en réalité, c'est l'aide à la personne. Or, nous avons un enjeu, je pense, qui sera partagé partout, de reprise d'entreprise, de reprise de garages, de reprise de plein de petites industries dans nos territoires. Et c'est comment, derrière tout ça, on accompagne ces jeunes filles qui sont en ruralité, qui veulent rester sur leur territoire, aller vers d'autres métiers que ceux de l'aide à la personne, et de leur faire prendre conscience des forces qu'elles ont pour s'investir sur d'autres sujets. Donc voilà, c'est ce réseau rural, et on a eu 3 séquences qui sont déroulées. Il y a une 3e à Niederbronn dans pas très longtemps, où là, c'est comment nous, responsables politiques, nous accompagnons justement ce développement rural, et en faisant prendre conscience à nos confrères et à nos consoeurs de ces difficultés, de cette vérité. Parfait, merci beaucoup Madame Dalguer pour toutes ces informations et toutes ces actions menées dans votre région, et qui résonnent bien sûr sur tout le territoire, et qui doit donner bien sûr beaucoup d'envie aux uns et aux autres. Peut-être simplement redire s'il y a des élus ou s'il y a des personnes qui sont intéressées, bien évidemment, mes coordonnées, enfin je vous laisse transmettre mes coordonnées, les gens peuvent nous contacter sans souci. Bien sûr, et William et Second Souffle transmettra via le chat aussi, ou via les réseaux, les coordonnées de tout le monde. Merci encore. Je vais passer la parole à Marie Rousselet. Marie Rousselet, qui est avec nous ce matin, qui est fondatrice d'Entre elles Webzine, et qui est co-organisatrice avec Second Souffle, et notamment William Pro et Dimitri Pivot, pour avoir organisé cette journée. Donc vous, il faut préciser que vous êtes donc chef d'entreprise. Vous avez créé donc Entre elles Webzine, ce magazine gratuit, je le disais, dédié à l'entrepreneuriat au féminin. On va revenir dans quelques instants, peut-être rappeler bien sûr la ligne éditoriale de ce magazine, mais vous êtes co-organisatrice de cet événement, je le disais. Et dites-nous un petit peu ce que vous avez souhaité mettre en avant pour cette édition.
Alors déjà, bonjour à toutes et à tous. Merci cette année de m'avoir permis d'organiser avec William l'événement. C'est vrai que moi, quelques années en arrière, je faisais partie des tables rondes des intervenants et j'ai pu m'exprimer sur l'entrepreneuriat féminin. Aujourd'hui, avec William, on a envie d'aller un petit peu plus loin dans le process, envie de sensibiliser un petit peu plus sur les enjeux de l'entrepreneuriat et notamment la question des réseaux d'accompagnement et des réseaux de networking, puisque c'est une question qui revient fréquemment, en tout cas chez les entrepreneurs, qu'on peut croiser nous sur le terrain. La question étant de savoir si oui ou non on doit se faire accompagner, si oui ou non on doit aller networker. Et je reviens sur ce que disait Madame Dalguer tout à l'heure, c'est une question qui aujourd'hui est très liée finalement à la posture entrepreneuriale, qui est un enjeu en fait dans la pérennité des entreprises et que n'ont pas forcément en réflexe ou en outil les femmes qui se lancent dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Et c'est en ce sens qu'on avait envie de construire cet événement pour interroger, pour questionner, pour voilà, trouver du sens peut-être aussi sur les questionnements de chaque porteuse de projet ou entrepreneur, et puis que chacune puisse se faire sa propre opinion pour ensuite continuer son aventure sereinement. Parce que justement, vous, votre constat, c'est de dire que ces femmes ne sont souvent pas assez armées pour entreprendre. Oui, moi je trouve que personnellement, elles ne sont pas assez armées. Alors comme on le disait tout à l'heure, beaucoup de femmes se lancent en micro-entreprise, parce que l'immatriculation au réel, c'est quelque chose qui fait peur. Beaucoup de femmes encore n'ont pas, dans leur entourage, d'entrepreneurs à qui poser les questions. C'est encore des informations, qui sont prises, au compte-gouttes. Il n'y a pas véritablement de formation, et je pense que c'est un souci aussi qui pourrait répondre tout à l'heure au questionnement de Madame Dalguer. Je pense que la formation à la posture entrepreneuriale pourrait être aussi une solution pour aider les femmes à prendre conscience de ce qu'est l'aventure entrepreneuriale et de comment on peut mener à bien son entreprise et bien évidemment voir sur du long terme. C'est à mon sens vraiment une problématique qu'on peut et qui se répète, j'ai l'impression, d'année en année. La facilité de créer une entreprise se fait aujourd'hui en un clic. C'est très bien, pour moi, je partage aussi l'avis de Madame Dalguer, il n'y a pas de sexe dans l'entrepreneuriat. Pour autant, il y a ce souci d'aller informer, un public qui, arrive seulement, sur le côté, dans le domaine du business, et qui n'a pas forcément les codes, qui a beaucoup de freins, qui se met aussi beaucoup de freins, parce que nous les femmes, on se met aussi beaucoup de freins. Donc l'idée, c'est ça, c'est d'aller démocratiser, ce qu'est la création d'entreprise, de parler du quotidien et puis surtout de sensibiliser et d'apporter les informations dont manquent cruellement la plupart des femmes. Alors, juste un petit mot rapide, puisque je vois que l'heure tourne, et je vais donner la parole au président Pivot, mais en deux mots, qu'est-ce que l'on trouve dans Entre elles Webzine? Vous souhaitez visiblement coller vraiment au terrain avec trois items principaux. Dites-les nous, rappelez-les nous. Oui, complètement. En fait, on a revu, le magazine pour que ça d'autant plus avec la crise, hein, que ça colle vraiment, aux besoins, des entrepreneurs. Donc en fait, sur le magazine, vous retrouvez, tout ce qui est, portrait, donc mise en lumière d'entrepreneurs qui ont créé ou qui sont en train de démarrer leur entreprise parce que, comme dit, l'identification, l'exemplarité, c'est des choses aussi qui poussent les femmes à se lancer un petit peu plus. Et puis ensuite, vous Donc ça trouvez de s'appelle Devenir l'information. entrepreneur, c'est ça, hein? Alors c'est la rubrique «Un jour une histoire» où vous avez les Un jour une interviews, les histoire, d'accord. reportages vidéo, voilà, tout à fait. Et puis après on passe sur, ce que l'on appelle nous, la boîte à outils, où là vous trouvez de l'information terrain, de l'information nationale, de l'information régionale. On peut même partir sur l'échelle européenne puisqu'on a une édition aujourd'hui espagnole, où là vous trouvez par rapport à vos stades en fait de maturité, toutes les informations dont vous avez besoin. Donc devenir entrepreneur et là on se centre vraiment sur la posture entrepreneuriale. Qu'est-ce que je dois avoir comme outil pour me lancer dans l'aventure? Après, vous avez l'onglet démarrer son entreprise, où là, vous êtes au stade de la création et vous avancez sur le terrain. Et bien évidemment, on va parler de ces métiers de la vente, du commerce, de la communication, de la gestion d'entreprise. Voilà, tous ces outils qui sont là
pour vous aider sur votre quotidien en fait à avancer dans l'aventure entrepreneuriale. On a des experts en plus métiers qui viennent répondre à vos questions. Et puis sur le troisième onglet, on a la partie développement des entreprises où là on s'adresse à des entreprises qui ont quelques années et qui ont besoin de réponses à des questions différentes. Donc vraiment sur le développement de l'entreprise. Comment je fais pour exporter mon entreprise? Comment je fais pour recruter? Questions RH qui reviennent beaucoup en ce moment. Qu'est-ce que je fais pour gérer, pour anticiper les risques? Ça, c'est des choses qu'on traite sur le magazine parce que bien évidemment, l'idée, c'est d'aller parler d'entrepreneuriat tel qu'il est sur le terrain et non pas juste des paillettes, vraiment en parler. On parle de l'échec, on parle du rebond. On travaille bien évidemment avec des partenaires de métiers sur plusieurs horizons différents pour pouvoir apporter toutes ces informations. Et on a une partie, bien évidemment, développement personnel qui est aussi j'ai envie de dire un gros chantier, puisque, comme je le disais tout à l'heure, les femmes se mettent beaucoup de freins. Donc là, on vient aborder d'autres sujets plus personnels pour les aider à avancer. D'accord. Alors, votre constat, vous, après 4 ans d'activité, c'est que, bien sûr, les difficultés peuvent être là, mais pour se développer, il faut construire un petit peu, bâtir tout ça, renforcer son entreprise. Les messages, c'est qu'il ne faut pas se lancer pour suivre véritablement une tendance. C'est pas inné, ça s'apprend. Et puis, attention aux tendances un peu éphémères, parce que le risque existe évidemment de bien penser à l'équilibre perso-pro. Voilà, tous ces éléments que vous avez pu constater au bout de 4 années d'activité. Je vais laisser maintenant la parole. Merci beaucoup, Marie Rousselet. Merci pour l'organisation de cette journée. On reviendra et on vous retrouvera en fin de journée pour faire un peu le bilan de tout ce qui se sera dit. Dimitri Pivot, bonjour, vous êtes président fondateur de Second Souffle. Alors, le rebond pour la femme chef d'entreprise, la femme entrepreneur, est pour vous un sujet très important et particulier. Et pour cela, vous souhaitiez bien sûr que l'on s'arrête lors d'une édition spéciale des 24 heures pour rebondir. Il faut préciser que vous avez créé cette association il y a maintenant 13 ans, puisque c'était en 2010, avec votre épouse. Donc là, l'équité est respectée. Je ne vous vois pas, mais vous avez sûrement cliqué sur la caméra pour qu'on puisse vous voir. Alors, le message… C'est bon, Fred, c'est que ça vient de chez toi. C'est bon, tout va bien. Donc, le message important, pourquoi l'entrepreneuriat au féminin, justement, Dimitri? L'entrepreneuriat au féminin, pourquoi déjà le rebond au féminin? Le rebond féminin, on a, avec nos chiffres, constaté depuis fort longtemps, bien avant que ce soit dans les feuilles de route gouvernementales, que le rebond… Je ne vous vois pas, c'est normal Excusez-moi, mais… Vous me voyez? Oui, je pense que tout le monde me voit, je pense que ça vient de toi, Frédéric. Ok, d'accord, ok, pas de problème. Désolé. Donc le rebond féminin, c'est ce qu'on avait constaté. Le rebond féminin est plus long que le rebond au masculin. Et Madame Dalguer, que je remercie d'être présente, Marie également, je vous remercie d'avoir organisé cet événement, et puis je remercie toutes les participantes et toutes les associations. Alors pourquoi le rebond féminin est plus long que le rebond au masculin? Parce que, en fait, quand une entreprise est pilotée, est gérée par un couple, et que malheureusement l'entreprise doit cesser son activité, c'est aussi assez souvent le couple qui se disloque. Et quand le couple se disloque, malheureusement, ça finit par un divorce. Et quand ça finit par un divorce, très majoritairement, la famille, les enfants sont à la charge de la maman. Mais ça veut dire quoi en termes très concrets? Ça veut dire que quand la maman a la charge des enfants, elle a moins de mobilité, moins de temps pour préparer son rebond et plus de besoins financiers. Donc, c'est des charges qui sont très handicapantes pour préparer son rebond. Et c'est ce qui fait que le délai de rebond pour une femme, pour une maman, est plus long que pour un homme. Et ça, on l'a constaté, il y a 2 mois d'écart. Un homme, c'est 9 mois, un homme, c'est 7 mois, une femme, c'est 9 mois. Voilà. Et ça, on l'a constaté, c'est pour ça qu'on est à la 4e édition, ça fait un moment qu'on l'a constaté, et c'est pour ça que je tenais à ce qu'on fasse des journées 24 heures au féminin, pour que, très concrètement, on le dise, voilà. Et une fois qu'on l'a dit, on met quoi en face?
parce qu'il faut être très concret. Alors, moi, j'ai toujours 3 mots-clés quand je parle de l'entrepreneuriat, alors que ce soit au féminin ou au masculin. Et Madame Dalguer, vous l'avez tellement bien dit. J'ai bu vos paroles, Madame Dalguer, en fait, hein, parce que je suis 1000 fois en phase avec tout ce que vous avez dit. C'est se faire accompagner, qu'on soit homme ou femme, peu importe. D'abord, moi, même si on fait une journée 24 au féminin, je ne considère pas qu'il y ait des entrepreneurs eux et des entrepreneurs sans eux. C'est une grande famille, les entrepreneurs. Il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas qui que ce soit. C'est une famille, ces entrepreneurs, ce sont des personnes qui s'engagent, qui mettent leur cœur dans leur entreprise, qui mettent le courage, l'audace, leurs moyens financiers, leur présent et leur avenir dans l'entreprise. Et donc, il n'y a pas d'hommes et de femmes là-dedans. Mais par contre, il y a des conséquences qui sont différentes quand on parle des hommes et des femmes. Voilà. Donc, se faire accompagner. C'est le maître mot. Se faire accompagner, non pas quand on crée son entreprise, mais quand on pense à créer son entreprise. Et pour cela, il y a des réseaux qui sont là, qui sont à partager. Je pense notamment à Femmes des Territoires, qu'on va faire intervenir, mais il y a d'autres réseaux, les premières, etc. Et tous ces réseaux qui sont aujourd'hui présents et qu'on fait très régulièrement intervenir pour partager lorsqu'on a envie d'entreprendre, et puis après se faire accompagner quand on passe à l'acte, quand on veut monter son projet et ensuite créer son entreprise. Et puis je vais même encore plus loin, se faire accompagner, c'est aussi quand l'entreprise se développe, faut aussi savoir se faire accompagner. Et puis quand on est en difficulté, faut aussi et surtout se faire accompagner, parce que cette entreprise, si on toque à la porte des organisations qui peuvent vous aider quand vous êtes en difficulté, il y a de très fortes chances qu'on la sauve. Parfait. Si vous ne toquez pas à la porte, si vous attendez la dernière minute, vous allez la perdre. Voilà. Et puis le troisième point, j'y tiens, excuse-moi Frédéric, c'est se protéger. Se protéger, prendre une assurance en cas de perte d'activité de l'entreprise. C'est pour ça qu'on fait intervenir des gens comme la GSC. Voilà, je m'arrête là. Juste peut-être un mot complémentaire sur ce qu'a dit Marie, et c'est important. La posture entrepreneuriale, c'est une action que nous travaillons. On a des formations pour ça chez Second Souffle. Et vous avez 1000 fois raison, Marie, de le souligner. Quand on entreprend, il y a 2 métiers. Il y a son métier de l'art. Madame Dalguer l'a bien dit, quand on parcourt les campagnes, Second Souffle, c'est pour ça qu'on est en visio, on travaille la ruralité, les villes, les QPV, mais quand on entreprend, on a 2 métiers à maîtriser, son métier de l'art, parler de coiffeuse, etc. Et puis le métier d'entrepreneur, car entreprendre, c'est aussi un métier. Donc, il y a 2 métiers à maîtriser. Voilà, je m'arrête là parce que Madame Dalguer et Marie Rousselet, vous avez déjà tout dit, donc je n'ai pas rajouté de mots complémentaires. Merci beaucoup Dimitri. Merci pour ces longues années déjà consacrées à cet accompagnement des entrepreneurs, des porteurs de projets et surtout des personnes en rebond entrepreneuriaux. Et donc, merci pour toutes ces actions. On va enchaîner tout de suite avec les premières tables rondes. La première table ronde, il est 10h, 10h02. Et on va recevoir nos invités de cette première table ronde sur la thématique « Elles accompagnent ». Voilà, et on se posera la question de savoir si on a besoin d'accompagnement. On a déjà une partie de réponse, mais on va en reparler avec Marjolaine Pierrat-Ferraille, Julie Lemaître, Céline Gauthier et Lauriane Pérez, qui est entrepreneur. On va vous écouter, mesdames. Et c'est parti avec... les premières. Ce réseau Les Premières, Marjolaine Pierrat-Ferraille, vous en êtes la déléguée générale. Bonjour et bienvenue à vous. Attends, elle n'est pas encore là. D'accord, très bien. Elle n'est pas encore sur scène. Si, c'est bon, elle arrive. Non, c'est pas elle. Mais elle est là, Marjolaine, je l'ai vue tout à l'heure. Elle est là, Marjolaine. Donc, voilà qui Voilà, c'est bon, elle est là, Marjolaine. Bonjour Frédéric, bonjour à toutes et à tous. Tout va bien, nous sommes en direct sur cet événement 24 heures pour rebondir au féminin. Marjolaine Pierrat-Ferraille, donc bonjour, merci d'être là ce matin avec nous. Donc le réseau Les Premières est constitué d'un certain nombre d'incubateurs régionaux. Vous allez nous expliquer un petit peu, c'est en France métropolitaine, ultramarine, au Luxembourg également, vous êtes aussi au Congo, en Martinique. Expliquez-nous, vous accompagnez des femmes et des équipes mixtes. Expliquez-nous ce que vous faites, ce que vous proposez. Alors, merci d'abord pour l'invitation et merci de me donner l'occasion de parler de l'entrepreneuriat féminin et des femmes entrepreneurs et des premières. Les premières, ça fait 20 ans qu'on existe et on existe parce qu'on croit en la puissance et au potentiel des projets portés par les femmes.
on pense que les femmes aussi, elles en ont de l'ambition et qu'elles portent des convictions, elles portent une manière en fait de faire entreprise qui est différente des hommes et que cette manière de faire entreprise ou ces projets qu'elles portent en elles, quand ils sont accompagnés, ils peuvent gagner en ambition et donc créer de l'emploi, assurer des vrais revenus pour l'entrepreneur, assurer des revenus pour les salariés et susciter de la croissance économique. Et donc les premières ont créé il y a 20 ans tout un réseau d'incubateurs donc qui sont associatifs et indépendants en région, qui accompagnent les femmes entrepreneurs dans différents programmes en fonction du stade donc, de l'idée. Vous avez raison de dire qu'il faut commencer au niveau de l'idée, la création et puis après le développement des entreprises. Et on accompagne uniquement des femmes qui ont un projet avec un potentiel d'emploi et qui portent une innovation. Pourquoi? Alors l'innovation, on va parfois la chercher avec l'entrepreneur. Pourquoi une innovation? Parce que l'innovation, elle est créatrice de valeur et elle est donc créatrice de croissance et d'ambition. Voilà. Et on les accompagne sur tous les basiques en montée en compétences sur l'entrepreneuriat, hein, comment on fait sa compta, comment on gère sa trésor, comment on présente un projet à un banquier, comment on embauche, les statuts juridiques, etc., comment on fait du marketing. Et en même temps, on les accompagne très finement sur la posture, effectivement, sur la posture entrepreneuriale et sur l'ambition. Tout à l'heure, on a parlé, et je crois que c'est Madame Delguer, et je la remercie parce que son intervention liminaire était vraiment excellente et très riche, de la question des prêts bancaires. Alors effectivement, on a cette propension, les femmes, à toujours avoir un petit projet à vous présenter, un petit business plan, une petite idée. Mais c'est souvent, on dit c'est quelquefois 2 fois plus compliqué de financer un projet présenté par une femme. Alors, ce n'est pas 2 fois plus compliqué de financer un projet présenté par une femme. Et moi, je n'aime pas quand on dit que c'est 2 fois plus dur pour une femme. On vit dans une société qui est comme elle est. Voilà. Et donc aujourd'hui, les stats, c'est que effectivement, quand vous présentez un projet à un conseiller bancaire, un banquier, que ce soit une femme ou un homme en face de vous d'ailleurs, vous avez 2 fois moins de chances qu'un homme de voir votre projet financé. Il y a des facteurs qui sont liés à l'image qu'on a de vous, aux préjugés ou aux biais de votre interlocuteur. Hein. Tout à l'heure, quand vous avez présenté Madame Delguer, vous avez dit elle a créé une entreprise avec son mari. Et c'est souvent quand une femme présente un projet qu'on lui dit « Est-ce que votre mari est d'accord? Comment il est impliqué dedans ?» Voilà. Donc, il y a les biais du banquier, ça, c'est comme ça. Voilà. Et puis, il y a les biais que vous avez vous-même quand vous présentez vos projets. Souvent, les projets des femmes, ils sont sous-calibrés. On n'est pas au bon niveau de calibrage parce que ça fait des siècles que vous fonctionnez avec du travail gratuit et que vous travaillez gratuitement pour la société, quand il s'agit de vous payer, vous avez du mal à mettre votre salaire au bon niveau. Il y a 67% des entrepreneurs qui ne se payent pas le SMIC. C'est souvent des créations sur des fonds propres, souvent avec de faibles. Alors vous avez l'habitude de faire avec vos moyens à vous, de vous débrouiller. Donc quand il faut aller chercher des prestats extérieurs, vous y allez de manière avec plus de réticence. Vous avez, c'est Madame Delguer qui a dit, vous avez sur la prise de risque, vous êtes un peu trop mesuré quand vous êtes une femme, alors quand vous êtes un homme, en fait, c'est bien de vous faire accompagner aussi parce que vous n'êtes pas assez mesuré. Et finalement, les femmes qui sont accompagnées, comme elles ont ce rapport au risque très, très, très particulier, les entreprises, elles sont plus solides sur le long terme. Hein. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut travailler pour présenter un projet à votre banquier, qui est un projet qui va attirer son attention parce qu'il est calibré comme ceux des hommes qu'il voit d'habitude, donc il est ambitieux, il pense à long terme, il ne présente pas. Les femmes, elles disent quand j'aurai fait ça, après je ferai ça. Donc quand elles vont chercher un financement, elles montrent ce dont elles sont sûres qu'elles sont capables. En réalité, il faut montrer là où on veut aller pour donner envie et puis montrer l'ambition qu'il y a derrière un projet. Voilà, c'est tout ce type de choses qu'on fait. Alors, sur 25 territoires, vous avez raison, en France métropolitaine sur l'Hexagone et en Outre-mer. Voilà, alors justement, par rapport à ce problème de financement, pour juste compléter d'un mot, c'est que justement dans vos actions, vous organisez notamment des passages à blanc devant de faux banquiers, justement pour travailler un petit peu ces prises de parole, ces dialogues et ces postures.
Oui, aux premières, on a des jurys d'entrée, des jurys blancs, des jurys de sortie. On s'entraîne à pitcher, on s'entraîne à discuter avec un banquier, avec son expert comptable. Tout ça, c'est extrêmement important. Un accompagnement sur la création chez les premières, qui s'appelle le Go Première, c'est 6 mois, une demi-journée par semaine. Donc, c'est quand même, ça fait de vous une femme puissante et une chef et pas une cheftaine, Frédéric, une chef d'entreprise puissante avec de l'ambition, qui sait aller loin et qui sait être solide, qui sait aussi, parce qu'elle a travaillé sa posture, qui a cette puissance qui ferme la bouche de l'entourage. Dans le chat, j'ai vu, je crois que c'est Fanny qui parlait de la manière dont l'entourage n'est pas encourageant et parfois envoie des messages extrêmement négatifs aux femmes entrepreneurs. Donc ça, c'est des choses qui se travaillent. On a parlé de la reprise tout à l'heure. On a un programme aux premières d'accompagnement des repreneurs. Et on en a une dans le sud, là. Elle a commencé, en fait, elle n'avait pas suffisamment de fonds propres pour reprendre. On l'a pris dans le programme parce qu'il y avait il y avait envie de faire quelque chose. C'est une reprise de café tabac en zone rurale. Et elle a tellement gagné en posture, en assurance sur son projet, sur la puissance de ce qu'elle portait, parce qu'elle est montée en compétence, mais aussi parce qu'on a travaillé avec du coaching qui elle était, qu'aujourd'hui, son entourage, il croit en son projet et elle lève ce qu'on appelle de la love money, c'est-à-dire de l'argent qui vient de l'entourage pour financer son projet, et elle va être en mesure de reprendre ce bar tabac. Donc c'est assez chouette comment, quand on travaille sur sa posture, sur ce qu'on est et sa puissance, on arrive à soulever des montagnes. Alors, il y a aussi un autre sujet, c'est le sujet des rôles modèles. On parle des rôles modèles et il y a 55% des femmes qui n'identifient pas justement de rôle modèle. Comment faites-vous pour essayer de travailler dans ce sens, pour essayer d'améliorer les choses? On ne va pas se mentir, Frédéric, en France, un entrepreneur, c'est quoi? Il y en a un en ce moment qui fait des heures et des heures de visionnage sur Netflix, c'est Bernard Tapie. Un entrepreneur, c'est un mec qui croit, qui a la tchatch, qui est en costume, tout ça. Donc, comment est-ce que vous voulez qu'une femme qui veut devenir entrepreneur, qui a en elle un potentiel d'ambition, elle se dise, c'est moi. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est d'envoyer des rôles modèles et d'envoyer des rôles modèles qui sont extrêmement différents, avec des parcours de vie différents, avec des petites, des moyennes, des grandes entreprises, pas que des gens extrêmement riches. C'est pas des Wonder Woman, en fait. C'est ça. Pas des Wonder Woman, parce qu'on on est toutes des Wonder Woman quand on entreprend. On n'a pas besoin d'être une Wonder Woman pour entreprendre. Il faut que ça soit accessible. Quand on commence à dire c'est plus compliqué pour une femme, c'est dur, il faut être une Wonder Woman, là on coupe toutes les envies en fait. Il y a plein. Tout à l'heure on parlait des coiffeuses. Si vous venez au Big, qui est le grand événement de l'entrepreneuriat la semaine prochaine, organisé par BPI à Bercy, on en parlera vous croiserez tout à l'heure. peut-être Mélanie Guérin. Mélanie Guérin, elle est lyonnaise. Elle était coiffeuse. Elle a commencé à bosser comme toutes les coiffeuses à 16 ans. Hein. Et puis, en coiffant les cheveux, avec ce geste, avec le sèche-cheveux, elle s'est créée un problème musculaire TMS, grave. Ouais. Voilà, une TMS, exactement. Et elle a été arrêtée. Et Mélanie, elle s'est dit, mais c'est quand même incroyable, on doit pouvoir sécher les cheveux sans se créer une TMS. Et donc, elle a imaginé toute seule, avec son savoir-faire de coiffeuse, son art, hein, comme dit William, non, c'était pas William, mais quelqu'un dit son art à soi, elle a inventé un cheveu qui permet de le faire. Elle a trouvé un de ses clients qui était ingénieur qui lui a fait le prototype. Elle a levé des fonds pour faire une étude ergonomique. Et aujourd'hui, avec les premières, elle est accompagnée à Lyon. Elle est en train d'essayer de lancer, de produire et de commercialiser ce sèche-cheveux qui vous permet de ne pas avoir de TMS quand vous êtes coiffeuse. Vous voyez comment les projets qui viennent de la vie des femmes, qui viennent de ce qu'elles comprennent de la société, de ce qu'elles vivent, ils ont de la puissance, ils créent quelque chose d'important pour tout le monde, en fait. Merci beaucoup, Marjolaine, pour cette présentation, cette philosophie aussi voilà, pour appréhender ce sujet de l'entrepreneuriat féminin. Je voudrais donner la parole maintenant à une jeune entrepreneur. Elle s'appelle Lauriane Pérez. Bonjour Lauriane. Bonjour. Alors, vous avez créé à 25 ans
une première entreprise qui est un commerce, on peut le dire, c'est un bar de nuit hein, qui est à Nantes. Alors, c'est un grand espace, grande surface, 400 mètres carrés, qui est géré, on y reviendra aujourd'hui par votre associé. Mais alors, la particularité, et c'était aussi le choix de William et de Marie sur l'organisation de cette journée, c'est que vous n'avez pas été accompagné à l'époque. Vous sortiez d'études quasiment, hein, donc pas d'études dans l'entrepreneuriat, etc. Et vous étiez peut-être un peu perdu pour vous orienter, mais voilà, vous vous êtes lancé. Expliquez-nous un petit peu quel est votre projet, comment ça a commencé tout ça. Alors, bon, déjà, merci. Merci pour cette invitation. Merci de me permettre de m'exprimer sur ce réseau. Alors, effectivement, je ne sortais pas d'études d'entrepreneuriat, tout simplement parce qu'à l'époque, déjà, ça n'existait pas beaucoup. Là, c'est vraiment en train de se développer, on va dire, dans les écoles. Mais moi, je sortais d'école hôtelière et à l'époque, on parlait très, très, très peu d'entrepreneuriat. Donc j'avais quelques notions de gestion, mais ça s'arrêtait là. Donc je me suis vraiment lancée parce que j'ai toujours eu envie d'entreprendre, j'ai toujours eu envie de monter mon lieu, même si la notion d'entrepreneuriat, comment dire, ne me parlait pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il faut se dire quelque chose, c'est qu'en tant que commerçant et en tant qu'artisan, la notion d'entrepreneuriat, elle n'est pas si évidente que ça. Et surtout à l'époque où, pour moi, être entrepreneur, c'était monter quelque chose dans la tech, quoi, si vous voulez. Pour moi, j'avais vraiment cette vision-là de l'entrepreneur qui va monter une start-up. Et donc, moi, avec mon bar, à l'époque, je ne savais pas qu'il allait être grand, mais quand bien même, je n'avais pas l'impression d'être une future entrepreneur. Donc, déjà, je ne me sentais pas vraiment à ma place déjà à la base en tant qu'entrepreneur. Donc, forcément, je ne suis pas allée chercher d'accompagnement, même si, encore une fois, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Je ne suis pas vraiment allée chercher d'accompagnement parce que je ne me sentais pas vraiment concernée. Pour moi, j'allais monter un commerce et donc, il fallait que je me débrouille toute seule. Après, moi, j'ai été confrontée à un deuxième handicap qui était celle d'être jeune. Voilà. Alors, oui, alors justement, donc vous avez sollicité, parce que pour monter un projet comme ça, vous avez sollicité une banque. Oui. Et alors, expliquez-nous un petit peu ce que vous a répondu cette banque. Alors, j'en ai eu plein. Hein. J'ai eu plein de choses extraordinaires que j'ai pu entendre. Donc, j'ai sollicité effectivement 9 banques même, qu'une, hein, parce que on va toutes les voir. Mais le pire que j'ai pu entendre, je pense, c'est qu'on m'a demandé. Alors, c'était pas mon mari puisque j'étais trop jeune pour ça, mais du coup, si mon père avait fait mon business plan avec moi. Donc, j'ai pu entendre beaucoup de choses incroyables. Ou alors, j'entendais beaucoup. C'est très mignon ce que vous nous racontez. Voilà, ça, je l'ai beaucoup entendu. Voilà, de dire que. Et alors, ces banques vous refusent, à l'époque, au départ, vous refusent ce prêt, vous refusent de vous prêter de l'argent. Oui. Alors, donc, vous avez sollicité Initiative également, mais qui vous a financé un peu. Voilà. Oui, et puis, alors, expliquez-nous, parce que ça, c'est assez drôle, c'est que vous participez à un concours que vous gagnez. Ouais. Mais alors, comme vous n'avez pas votre langue dans votre poche, vous mentionnez devant le micro à la main, qu'est-ce que vous leur dites? Alors oui, effectivement, toutes les banques me refusent mon dossier. Alors, est-ce qu'il n'était pas suffisamment bien construit? Est-ce que c'est aussi le milieu? Il faut quand même se dire que dans le milieu, ce qu'on appelle le CHR, donc tout ce qui est café, hôtel, restaurant, on n'est pas très, très apprécié des banques par nature. Hein. Faut quand même se le dire, on n'aime pas beaucoup prêter au CHR et encore moins depuis le Covid. Donc oui, j'ai participé à ce concours un peu par hasard. Concours, encore une fois, où je ne me sentais pas vraiment à ma place. Je me suis retrouvée vraiment en finale avec, je m'en souviens encore, que des garçons qui faisaient des choses électroniques. Je ne comprenais rien à leur projet. Ils essayaient de me le pitcher dans les coulisses, mais je ne comprenais rien à ce qu'ils faisaient. Moi, j'étais avec ma petite robe à pois et je voulais raconter mon petit café rétro à Nantes. Et parce que c'est un bar dansant, donc on faisait du swing, du rockabilly, tout ça. Donc, je m'étais mis en tenue. Et en fait, j'ai gagné étonnamment ce concours national. Et donc, quand je me retrouve à la tour TF1,
J'avais pas trop prévu qu'il y avait autant de journalistes et je me rends compte que le sponsor de la banque est une certaine banque. Je ne sais pas si je peux la citer, mais une certaine banque. Et donc, je dis, bah, écoutez, c'est dommage, c'est très gentil de me donner ce prix, mais la banque en question ne m'a pas financée. Et en fait, sans m'en rendre compte vraiment, voilà, j'ai jeté un pavé dans la mare. Oui, alors quel fut le résultat, justement, qui ne s'est pas fait tellement attendre? Et bah, écoutez, je crois que c'était un vendredi soir, les remises de prix. À peine 1 heure après, donc j'avais même pas encore ma coupe de champagne dans les mains, que j'avais le directeur commercial France de cette fameuse banque qui m'a porté une autre coupe et sa carte de visite. Et le lundi à 9 h, j'avais mon crédit. Donc, j'ai pu obtenir des sous. C'est quand même extraordinaire. Comme quoi, éclair de génie ou grosse maladresse, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai bien fait. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un non n'est jamais un non. Ça a marché. Bravo pour votre opiniâtreté. Et donc, en 2021, j'avance un peu dans le temps, forte de votre expérience, vous créez une deuxième entreprise. Alors, dites-nous, c'est une entreprise de formation cette fois. C'est ça. Alors en fait, du coup, comme je vous l'ai dit, en tant que commerçante, du coup, j'avais pas, je trouvais pas vraiment ma place dans l'entrepreneuriat. Et donc forcément, comme dans toute commerçante, je me mets à fréquenter beaucoup de commerçants. Hein, voilà, on finit par se ressembler et s'assembler. Et en fait, je suis quelqu'un de nature qui suis très intéressée par la gestion, très intéressée par aussi tout ce qui est volet juridique. Et donc, je pose énormément de questions. Je suis un peu le cauchemar des experts comptables parce que je pose des questions jusqu'à ce que je comprenne vraiment les rouages. Et je me rends compte que, voilà, que tous mes copains commerçants s'en sortent pas toujours. Effectivement, ils ont un savoir-faire, tous un art qu'ils maîtrisent à la perfection. Mais dès qu'il s'agit d'administratif, souvent, ils se noient. De gestion, voilà, ils prennent pas forcément des décisions aussi pour eux. Voilà, où ils récupèrent leur bilan, par exemple, et puis ils le mettent de côté parce que de toute façon, il y a trop de chiffres et ils n'y comprennent rien. Et donc, je m'intéresse beaucoup au sujet et en fait, je me rends compte que je forme de manière officieuse dans un premier temps beaucoup mes copains commerçants et puis artisans, voilà, à la gestion de leur entreprise. Et donc Covid arrivant, nous, bar de nuit, donc fermé. Et puis, je décide de changer de vie pour des raisons personnelles aussi et de changer de ville. Donc, je pars de Nantes et j'arrive à Paris. Et là, je décide de monter un organisme de formation donc qui est dédié aux commerçants et aux artisans pour la création, mais surtout la gestion de leur entreprise. Alors, vous êtes basé dans le 18e à Paris, vous êtes certifié Calliope, hein, donc voilà, c'est du sérieux. Et qu'est-ce que vous proposez vraiment très, très rapidement, les items voilà, sur lesquels vous travaillez, ce que vous proposez, des outils de gestion, de travailler sur l'équilibre un peu, voilà, vie perso, vie pro? C'est ça. Alors en fait, c'est tout simplement, j'ai repris en constat, j'ai repris toutes les difficultés que j'ai pu rencontrer moi. Donc c'est-à-dire vraiment cette culpabilité que je reconnais maintenant dans beaucoup de femmes que je rencontre de ne pas en faire suffisamment. Donc en fait, on forme beaucoup et on accompagne beaucoup sur l'équilibre entre la vie pro et la vie perso des artisans et des commerçants. Voilà. On essaye de déconstruire un peu certaines certitudes qu'ils ont, notamment soit que ce soit en termes de légitimité, soit ça soit en termes d'organisation ou même d'administratif. Voilà, j'entends beaucoup, on n'aime pas beaucoup les chiffres, j'aime pas les chiffres c'est pas fait pour moi, j'y arriverai pas. Donc là, l'idée, c'est vraiment de leur faire reprendre confiance en eux, aux commerçants et aux artisans, parce que souvent, ils n'ont pas tant de problèmes de clientèle que ça, trouver leurs clients, mais c'est surtout un problème d'organisation et de gestion. Donc en fait, on a des modules, des programmes même très complets, soit pour ceux qui créent leur projet, soit pour ceux qui ont déjà leur projet installé. Et dans ces programmes-là, on a vraiment des modules de gestion, mais très basés terrain. Des modules où on leur apprend à fabriquer leurs propres outils, leur propre méthodologie de travail aussi, pour qu'ils puissent s'organiser au quotidien et vivre leur activité de manière sereine et puis surtout la transmettre. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup aussi d'artisans d'art. Parce que voilà, aujourd'hui, l'entrepreneuriat, clairement, n'est pas super accessible encore pour ces gens-là. Donc voilà, donc on installe nos programmes dans des écoles techniques. Aujourd'hui, c'est notre grande mission 2024.
pour justement rendre accessible. Alors, on n'appelle pas ça l'entrepreneuriat parce que du coup, ça ne parle pas, mais on appelle ça l'autonomie professionnelle. Mais clairement, en termes de contenu, ça revient au même. Pour intégrer l'autonomie professionnelle, pas que aux grandes écoles, mais aussi aux écoles techniques, mais aussi à des niveaux de CAP, de bac pro. Voilà, parce que clairement, quelqu'un qui monte son bar, quelqu'un qui monte son salon de coiffure, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, il ne va pas jusqu'au master, il ne va pas en MBA, il ne va pas en école de commerce. Voilà. Il a envie d'avoir aussi, lui, toutes les clés, lui ou elle, toutes les clés et toutes les chances de pouvoir monter son salon, monter son bar, monter son atelier sans avoir à recommencer des études ou aller beaucoup trop loin dans les études. Alors, bien sûr, parce que vous auriez bien aimé savoir comment faire justement à l'époque, vous êtes lancé, comment faire un business plan, comment voilà, établir vos statuts, et notamment, vous, dans votre cas particulier, c'était de l'achat de la licence aussi. Donc, c'était aussi important. Des licences même, parce que nous, on a une licence de spectacle et une licence 4 aussi. Donc, j'ai vraiment de la chance, entre guillemets, d'avoir appris très rapidement à faire ce qu'on appelle des veilles, donc d'aller chercher les informations. Mais je me rends compte aujourd'hui qu'il y a vraiment des gens, non pas qui ne sont pas capables d'aller chercher ces informations, mais aujourd'hui, encore plus qu'avant, on a un florilège d'informations partout sur Internet et aujourd'hui, les gens ne savent plus où aller chercher non plus, comment aller chercher, à qui s'adresser. Donc, au-delà du réseau d'accompagnement, qui bien sûr, je plus sois sur le fait qu'il faut évidemment se faire accompagner, se faire former. C'est aussi au-delà de savoir à qui s'adresser, aussi savoir de quoi on parle, savoir connaître certaines notions pour ne pas remettre tout simplement son entreprise dans les mains des autres, quand bien même ce sont des prestataires que vous payez, ce sont des êtres humains et c'est important d'avoir la maîtrise de son entreprise. Alors justement, quels sont vraiment les éléments que vous pouvez garder comme éléments importants à faire passer comme message sur le fait de se faire accompagner dans le cadre d'une création d'entreprise? On va dire que pour moi, ce qui me semble le plus important aujourd'hui, je pense qu'il y a une grande question de légitimité et surtout d'un point de vue féminin. Étrangement ou pas. Voilà, j'ai beaucoup de femmes qui me rencontrent et du coup, que j'inspire aussi d'une certaine manière, de par mon âge aussi, j'ai 34 ans, et aussi de par mon parcours, donc ils se disent en me regardant déjà, déjà quand je la vois, si c'est possible pour elle, ça doit être possible pour moi, donc déjà c'est plutôt inspirant d'être une femme et donc je passe mon message aussi à travers ce que je suis, mais au-delà de cette question de légitimité, c'est surtout que se former, en fait, aujourd'hui, ça ne viendrait pas à l'esprit de monter un salon de coiffure sans avoir appris à coiffer. Et là, ce que j'essaye de faire comprendre aujourd'hui, c'est que de la même manière, monter un salon de coiffure, je ne sais pas pourquoi on parle autant de coiffure, mais ou monter un bar, ou voilà, ça demande le même type de formation, en fait. C'est apprendre un autre métier qui va être fait en parallèle du sien. Tout à l'heure, Madame Delguer le disait très bien, qu'en fait, on a deux métiers et qu'en fait, parallèlement, on fait ces deux métiers-là, c'est-à-dire le métier de chef d'entreprise et le métier de coiffeur. Et ben là, c'est ça. C'est en fait apprendre de la même façon que ça ne nous viendrait pas à l'esprit de ne pas apprendre à coiffer, et ben, apprendre à être chef d'entreprise. Et ça s'apprend et c'est à la portée de tout le monde. C'est-à-dire que rien ne sert d'avoir fait des grandes études, d'avoir une expérience professionnelle de 20 ans. Voilà, c'est vraiment à la portée de tous. Si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Et encore une fois, on ne confierait pas ses comptes en banque à n'importe qui, on ne confierait pas sa maison à n'importe qui. Et bien de la même façon, son entreprise, de connaître les rouages, les fonctionnements, savoir prendre ses propres décisions, c'est aussi maîtriser son entreprise, maîtriser son activité et assurer sa pérennité.
Mhm. Alors, effectivement, donc vous rendez compte, vous, le constat, c'est que beaucoup de très jeunes, justement, se lancent et malheureusement sans grande formation, sans être véritablement accompagnés. Donc, vous, votre message, et vous en avez fait votre métier aussi, c'est justement d'accompagner et de conseiller, justement, toutes celles et ceux qui viennent vous voir. Pour Oui, leur passer quel type de message? Parce que finalement, bon, vous avez, c'est aussi aider à rebondir quelque part suite à des échecs ou à des réflexions. oui, alors après, c'est vrai que vous parlez des jeunes. Je suis très, très proche forcément de la communauté des jeunes de manière générale. J'interviens beaucoup Oui. dans les écoles. Je fais partie d'une association qui s'appelle 100 000 entrepreneurs qui permet aux entrepreneurs comme moi d'intervenir dans les écoles et de sensibiliser aussi les jeunes à l'entrepreneuriat et justement déconstruire cette idée qu'un entrepreneur, c'est forcément un mec qui monte une start-up dans la tech et qui joue au baby-foot avec un col roulé. Voilà, qu'on est vraiment dans autre chose et qu'un entrepreneur peut monter un commerce, un organisme de formation, enfin voilà, plein d'autres choses différentes. J'interviens aussi dans le cadre du Salon Big dont vous parliez tout à l'heure, la semaine prochaine à l'espace jeune, voilà, où je vais faire des speed meetings avec des petits jeunes qui vont venir me voir et poser les questions. Et à tous ces jeunes, donc pour répondre à votre question, le message que j'essaye de leur faire passer, c'est que il y a beaucoup de freins, beaucoup de croyances qu'ils ont qui font qu'ils se freinent eux-mêmes. J'entends beaucoup voilà, des gens qui disent « Ah non, mais moi, je peux pas parce que je suis trop jeune, parce que je suis trop vieux, parce que je suis trop fille, parce que je suis trop garçon, parce que je suis trop noire, parce que… » Voilà. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, voilà, c'est de déconstruire aussi et de se dire que le plus gros frein qu'on ait, c'est soi-même, clairement. Et que… Avec notamment le manque d'assurance. Il y a quelquefois chez les femmes aussi, chez les jeunes, mais peut-être manque d'assurance, manque de légitimité, un mal à assumer aussi tout ça, des Oui, le doutes. problème aussi, voilà, de l'assumer auprès des autres. Tout à Ouais. l'heure, on en parlait, je le voyais aussi dans le chat, cette idée de l'assumer auprès des autres. Il faut savoir que moi, au début, personne n'y croyait, hein, mais j'avais le côté un peu… j'étais pas envers et contre tous, mais en vrai, j'étais sûre de mon truc. J'étais sûre que ça pouvait marcher, j'étais sûre que ça pouvait avancer. Les gens étaient… c'est pas qu'ils n'y croyaient pas, mais ils étaient un peu dubitatifs en se disant… moi, on m'a souvent dit, tu veux pas faire plus petit, tu veux pas attendre un peu. Enfin, voilà. Donc les gens, et c'est normal, parlent en leur nom. En fait, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que la plupart des gens, c'est pas qu'ils ne croient pas en vous, c'est pas qu'ils ne croient pas en leur projet. En votre projet, c'est juste qu'ils ne croient pas en eux. Et donc, du coup, ils essayent de transmettre leur propre peur pour essayer, mais c'est pas, le but n'étant pas de décourager, le but étant juste de verbaliser leur propre peur, surtout quand il s'agit de parents, et en essayant de paraître le moins inquiet possible, mais ça ne marche pas. Donc en fait, il faut non pas qu'il ne faut pas écouter les autres, parce que c'est important d'entendre ce qui se passe à l'extérieur et d'écouter les messages extérieurs. Je dis souvent que quand on entend 2-3 personnes dire la même chose, non pas qu'ils aient raison, mais il faut se poser la question de savoir pourquoi les personnes vous disent ce genre de choses. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut prendre en compte ce qui se passe à l'extérieur, l'environnement, mais l'assurance qu'on a en soi, les croyances qu'on a sur soi-même, c'est ça qui fait aussi qu'on arrive à avancer et qu'on arrive à dépasser ça. Et alors, après, encore une fois, l'échec, on en parlait tout à l'heure, on en parlait, Madame Dalguer le disait, on peut aussi se planter. C'est-à-dire que… Alors, justement, vous avec la période de Covid, vous le disiez, alors, vous êtes planté, c'est pas vraiment ça, c'est que ça a fermé, tout simplement, votre barre de nuit a fermé. Et donc, vous dites, les difficultés, ça existe, mais voilà, c'est possible de rebondir. Ah ben oui, surtout que les difficultés, au-delà du Covid, nous, on les a enchaînées. On a eu un Covid, et puis à la rentrée du Covid, on a eu un plafond qui s'est écroulé, et puis 6 mois après, on a une voiture qui est rentrée dans notre porte de bar. Donc, en fait, voilà, ça arrive. Il y a des moments, surtout quand on a un local commercial, où voilà, il y a des choses qui arrivent. Parfois, il y a des petites lois qui font, on ne sait pas trop, que tout s'enchaîne. Voilà, donc il faut arriver, et c'est difficile, hein, garder la tête haute, garder espoir, pas trop dramatiser non plus, en se disant bon bah voilà, je vais pas perdre toute ma vie, je vais pas me rouler en boule par terre, je vais essayer de gérer les choses petit à petit et step by step, et je vais y arriver.
Parce que c'est ça aussi, c'est aussi de se dire « Ah non, mais là, j'y arriverai jamais, c'est trop, il se passe trop de choses, voilà, c'est pas dans mes compétences. » C'est aussi de garder confiance en soi et en sa capacité aussi à gérer les choses. Encore une fois, en sachant de quoi on parle, parce que forcément, quand on connaît les choses, bah, on a quand même plus d'assurance en soi pour les gérer. Je vois que le Covid, bah, mine de rien, d'avoir d'avoir certaines connaissances en gestion et notamment en comptabilité, ça m'a aidé parce que les comptables, ils étaient sous l'eau et donc ils n'étaient plus trop joignables et donc il a fallu gérer aussi certaines choses dans l'urgence en prenant des décisions sans les prestataires. Voilà. Et c'est là où il a fallu prendre des décisions d'urgence. Donc, c'est là où toute l'importance de la formation prend son sens. C'est parce que dans ces moments de difficulté qui arrivent, parce qu'un parcours d'entrepreneur, au début, c'est comme ça. Quand on crée, c'est comme ça. Mais après, quand on est dedans, c'est aussi comme ça. C'est-à-dire que c'est comme dans la vie de tous les jours. On est rarement tout le temps comme ça. Ou alors, si on est tout le temps comme ça, c'est un peu inquiétant parce qu'à un moment donné, ça peut redescendre. Donc, il faut faire attention. Je préfère être comme ça, personnellement. Mais voilà, mais c'est de se dire, voilà, le parcours est semé d'embûches et en même temps, c'est un parcours qui est juste passionnant. C'est un choix de vie. Il se passe plein de choses, mais en même temps, comme dans la vie, comme quand on choisit d'être en couple, comme quand on choisit d'avoir des enfants, voilà, c'est pas toujours tout rose, mais en même temps, on a choisi d'être là et à partir du moment où on se sent bien là-dedans, c'est aussi qu'on a trouvé sa place. Donc, l'important, c'est pas de dire l'entrepreneuriat à tout prix, il faut absolument être indépendant, mais juste si vous vous sentez bien avec ça, c'est que déjà, vous avez trouvé votre place et donc, c'est votre place est là et vous êtes légitime d'être là. Vous pouvez aller beaucoup plus loin que ce que vous ne pensez. Super, on ne l'arrête plus. Lauriane, elle est passionnée par la création d'entreprises, par l'accompagnement justement qu'elle a finalement mis au service des autres. Elle aurait bien aimé avoir des conseils au moment de la création de sa première entreprise. Mais voilà, donc merci beaucoup Lauriane, on va partir, on va quitter le Grand Est, Paris, puis on va vers la Bretagne, on va vers l'entreprendre au féminin Bretagne avec Julie Lemaître. Julie, bonjour. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Bonjour, oui, on vous entend très bien, impeccable. Donc, vous accompagnez les parcours professionnels des femmes en les aidant justement à développer leurs compétences entrepreneuriales. Ben voilà, on est toujours dans le sujet. Créé en 2008 et régionalisé en 2013, si je ne m'abuse, créé par les départements du Finistère. C'est ça suite à une étude qui avait été menée là-bas. Alors, expliquez-nous un petit peu ce que vous proposez là-bas. Vous êtes en Côte d'Armor, c'est ça, dans les Côtes d'Armor? Alors, je suis chargée d'animation et d'accompagnement dans les Côtes d'Armor en ce qui me concerne, mais Oui. L'association a 4 antennes dans chaque département breton. Nous sommes 15 salariés. Nos missions sont d'accompagner les femmes tout au long de leur parcours entrepreneurial, de l'idée jusqu'au développement de l'activité, voire même la transmission ensuite. On a 2 rôles principaux. D'abord, on accompagne et on forme. On est centre de formation, avec notamment une formation qui s'appelle Émergence d'entrepreneurs qui a pour objectif de vraiment aider les femmes à monter en compétences entrepreneuriales en travaillant bien sûr le projet, mais avant de travailler le projet, de travailler la posture entrepreneuriale. Tout ce qui a déjà été évoqué. Voilà, on en a parlé effectivement. Donc ça, vous travaillez là-dessus. Oui, l'association en fait a été créée après avoir une étude européenne qui a révélé les nombreux freins que les femmes pouvaient ressentir par rapport à la création d'entreprises, des freins psychosociaux. Et on a abordé là déjà depuis ce matin la question de la confiance en soi, de la légitimité, la question du rapport à l'argent. En effet, quand on a fait du travail, j'ai beaucoup aimé le lien avec le travail gratuit que les femmes ont fait pendant des siècles et font encore aujourd'hui. C'est difficile d'évaluer la valeur de son travail, la question des gestions du temps, de l'organisation des familles, et puis la notion de risque pour se lancer. Enfin voilà. Donc l'idée pour nous, c'est d'aider les femmes à lever ces freins et à monter en compétences entrepreneuriales pour être actrices de leur projet. Nous ne permettons pas de juger leur projet parce que nous ne savons pas ce qu'elles veulent, elles, retirer de leur projet entrepreneurial. Ça peut être une activité à mi-temps, ça peut être une activité à temps plein, ça peut être une femme en retraite qui souhaite une activité complémentaire. Donc, on ne juge pas.
l'intérêt du projet. Par contre, on leur donne les outils pour qu'elles puissent évaluer leur marché, le potentiel de leur idée et ce que cette activité développée peut leur apporter. Et c'est à elles de voir si ça leur convient ou pas. Donc, on a cette formation émergence entrepreneur. On a aussi des formations en distanciel, plus ciblées sur certains sujets, après pour les aider à monter en compétences, communication, démarche commerciale, parce que c'est souvent des sujets sur lesquels c'est plus difficile pour les femmes qui viennent nous voir, voilà, pour accompagner leur projet d'entreprise. Donc, vous travaillez vraiment il y a un travail sur les freins psychosociaux, travailler sur la confiance en soi, oui, sur leur légitimité aussi. Tout à fait. Alors, voilà. dans la formation émergente d'entrepreneurs, les 4 premières journées sont vraiment dédiées à ça. Elles vont travailler sur leurs histoires de vie, sur les freins qu'elles rencontrent par rapport à l'entrepreneuriat. On a une demi-journée sur la confiance en soi, une demi-journée sur le rapport à l'argent, le rapport sociologique à l'argent, avec quoi elles arrivent léguées par la société dans laquelle on vit par rapport à l'argent. Une journée sur la gestion des temps et des priorités. Voilà, ça c'est dans notre formation émergence d'entrepreneur, mais on propose aussi des journées thématiques, dont une sur le rapport l'argent, mon entreprise et moi. Donc là aussi, questionner le rapport à l'argent, la question de la valeur de son travail et du prix qu'on va fixer à la fin. Oui, et justement, parce que très souvent dans les entreprises, les femmes oublient de se rémunérer. Donc c'est vraiment dans son budget prévisionnel de bien sûr de mettre une part prévue pour la rémunération, sa propre rémunération. Oui, c'est d'ailleurs une façon de voir le budget prévisionnel qu'elles ont du mal à voir en ce qui concerne les femmes qui viennent nous rencontrer. 80% des femmes qu'on voit à Entreprendre au féminin en Bretagne se créent en micro-entreprise. Et beaucoup créent une activité dans le cadre d'une réorientation professionnelle, voire d'une reconversion. Je parle de ça par rapport au rebondir, parce qu'en effet, pour certaines, elles se sont formées, donc elles ont la maîtrise théorique de leur nouvelle activité, mais la légitimité, elles ne la ressentent pas parce qu'elles pensent qu'il leur manque l'expérience. Donc voilà, il faut là aussi aller travailler sur ce volet-là, dire mais tout le monde commence par un premier pas, et puis un deuxième, et puis on apprend en faisant, et c'est tout à fait légitime de s'inquiéter, mais c'est tout à fait normal de se lancer dans une nouvelle activité. Alors, donc vous mettez en place des ateliers en ligne ou en présentiel qui sont dispensés et accompagnés par des bénévoles ou par des experts également. Oui. On parlait de la gestion du stress ou sur la communication, des outils de gestion, etc. Et ça permet aussi de rencontrer d'autres femmes, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. On a donc le volet formation, accompagnement et le volet réseau qui se fait voilà, dans l'idée de rompre l'isolement, de venir partager avec d'autres femmes ces problématiques, mais aussi toutes ces ressources, tous ces outils, tout ce qu'on peut apporter pour soutenir les autres femmes. Donc, ça se fait soit par des moments informels et conviviaux, petit déjeuner, after work, etc., soit aussi par une formule d'atelier qui permet qui sont dispensés par des bénévoles, soit des adhérentes qui ont des outils, une expertise, des connaissances qui seront utiles pour les autres et qui peuvent se tester en format atelier dans ce cadre-là, soit par des partenaires, experts comptables ou autres, qui viennent le temps de 2 ou 3 heures, en présentiel ou en distanciel, transmettre ça, tout en étant toujours dans l'idée de travailler en collectif et de faire en sorte que chacune s'exprime sur son expérience par rapport au sujet. Et donc là, ça va être tout ce qui va tourner autour de l'entrepreneuriat, bien évidemment le bien-être de la dirigeante, la confiance en soi, mais aussi la communication, les aspects comptables et juridiques. On a des permanences comptables et juridiques. D'accord. Quel est l'âge moyen à peu près des personnes qui sont adhérentes? Il y a tous les âges, mais… Oui, il y a tous les âges, mais l'âge moyen, il est autour de 40 ans. Autour de 42 ans. Qui correspond aussi peut-être à une réorientation professionnelle? Oui, par rapport à ce que je vous disais, en effet, on est beaucoup sur des réorientations professionnelles, parfois après des expériences un petit peu difficiles, beaucoup
coup après des burn-out ou après des situations de harcèlement au travail voilà, ou des envies de Donc retrouver vous avez du sens. des demandeuses d'emploi aussi et souvent des niveaux d'études bac ou inférieurs quelquefois. On a tout niveau d'études, hein. Franchement, on a tout niveau d'études. Beaucoup de femmes d'ailleurs qui sont plutôt, oui, niveau bac plus 3, bac plus 4 quand même. On a beaucoup de femmes qui sont inscrites à Pôle emploi. D'une part, parce que de toute façon, dans la création d'entreprise, c'est une phase décisive aussi pendant laquelle on se donne le temps de réfléchir à un nouveau projet. Hein, quand on peut bénéficier des allocations chômage pour pouvoir se donner le temps de monter son projet, c'est quand même plus sécurisant, notamment pour les femmes, hein, notamment pour les femmes dans des familles monoparentales. Sinon, c'est un risque financier qu'elles ne peuvent pas tenir pour leur famille. Et aussi parce que nous avons des financements de l'Europe et de la région Bretagne spécifiques qui nous permettent d'avoir la prise en charge de la formation pour les personnes, alors je mets des grands guillemets, inactives, voilà, donc celles qui sont… Les femmes dites sans emploi. Donc ça, c'est des actions qui sont, pour la région Bretagne, Europe, c'est gratuit. Après, dites-nous pour rentrer, puisqu'on… C'est pas gratuit, c'est pris en charge. Pris en charge. Mais par contre, l'adhésion, rappelez-nous un petit peu les tarifs pour qu'on… Oui, alors l'adhésion, elle est valable 1 an, de date à date. On peut participer à tous les ateliers, toutes les rencontres réseau qu'on souhaite pendant 1 an et elle est de 75 € pour une adhésion tarif normal. On a une adhésion un peu plus importante pour les femmes qui ont plus de 3 ans d'activité. Elle n'est pas énorme, hein, de toute façon, elle reste en dessous 100 €. L'idée, c'est de jouer sur la solidarité des femmes qui ont une entreprise déjà qui fonctionne un petit peu pour participer à l'association. Une plus importante mesure que celles qui viennent de démarrer ou qui sont porteuses juste de l'idée. Et on a un tarif également de 15 € l'année pour les bénéficiaires des minima sociaux. D'accord, donc là c'est tout à fait raisonnable et abordable. Parfait, bah, écoutez, merci beaucoup pour cette action, cette association qui s'appelle donc Entreprendre au féminin Bretagne. Merci beaucoup Julie Lemaître pour votre témoignage et la présentation de votre association. On va terminer cette première table ronde avec l'association GSC, avec Céline Gauthier. Céline Gauthier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale adjointe de cette association qui permet aux entrepreneurs et aux entrepreneurs de manière générale, aux dirigeants, de percevoir un revenu en cas de perte de leur emploi. Effectivement, oui. Voilà, donc ça a été créé il y a, en 79, ça remonte par le MEDEF, la CPM. Nous n'étions pas nés. Et l'UDP, nous n'étions pas nés, effectivement. Et donc, disons, pour faire simple, que GSC, c'est justement dans l'objectif de se prémunir d'un échec éventuel, même temporaire, c'est un produit d'assurance volontaire. Voilà, c'est l'assurance perte d'emploi du dirigeant et de l'entrepreneur qui permet de mieux maîtriser le risque. En fait, expliquez-nous comment ça fonctionne. En gros, c'est un filet de sécurité. C'est un filet de sécurité nécessaire qui permet de rebondir, mais pas dans l'urgence. Et ça, c'est essentiel, que ce ne soit pas dans l'urgence, parce qu'on a tous des impératifs financiers, hein, remplir le frigo, financer les études des enfants, payer son loyer, ça concerne tout le monde, hommes, femmes seules. Et c'est essentiel de rappeler à tous qu'un entrepreneur n'est pas couvert par Pôle emploi. Donc, la GSC, ça leur permet de préserver leur audace entrepreneuriale. Alors, cette phrase, elle peut paraître cliché, un slogan, mais en vérité, elle veut dire que grâce à la GSC, surtout grâce à l'indemnité qui sera perçue, les personnes touchées pourront s'accorder un temps nécessaire à la reconstruction, et on sait que vivre un échec, c'est dur. Et se donner aussi la possibilité de repartir dans l'entrepreneuriat parce que souvent, c'est dans l'ADN de l'entrepreneur. Voilà, c'est ça la GSC. Concrètement, c'est ça. Alors justement, concrètement, on peut choisir d'être couvert 12, 18 ou même 24 mois ou même 9 mois. Non, c'est 9, 12 et 18 mois. Donc l'offre vient d'évoluer. Hein.
on a voulu permettre une offre beaucoup plus flexible. Alors, encore une fois, très concrètement, un chef d'entreprise qui souhaite s'assurer et qui gagne environ 40 000 € par an, il peut vouloir être indemnisé à hauteur de 28 000 €, ce qui représente à peu près 2 300 € par mois. Et sur 12 mois, il paierait 100 € par mois. Donc, voilà. Concrètement, les chiffres sont... Ouais. Voilà, exactement. Voilà, donc une rémunération de 55 à 70% de la rémunération habituelle. Donc ça aide effectivement à rebondir dans les plus brefs délais, oui. Mais il faut bien sûr sensibiliser les dirigeants qui se disent, comme toute assurance, que c'est peut-être pas nécessaire. Oui, bah ça, on se dit toujours ça jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Voilà, c'est l'assurance. Aujourd'hui, on sait, en 2023, donc sur le premier semestre 2023, on sort tous les ans l'Observatoire de l'emploi que l'on a mis en place il y a 7 ans avec... donc on sait que depuis début septembre, 25 000 chefs d'entreprise ont perdu leur emploi au premier semestre. Ça veut dire 140 par jour. 140, sur ces 140, moins d'1% avaient pris une assurance volontaire. Voilà, ça vous donne l'idée de la précarité dans laquelle certains peuvent se retrouver. Donc oui, une assurance chômage, bah, c'est peut-être pas nécessaire, mais quand on en a besoin et quand on l'a prise, surtout, bah, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ça permet vraiment de revenir, de préserver son audace entrepreneuriale qui permet à l'économie du pays d'exister. Elle est essentielle. Bien sûr, tout à fait. Alors, comment souscrire à un contrat GSC? Je pense que ça peut être par souscription directe, c'est ça? C'est possible de le faire en ligne? Oui, on a un site, on a sur notre site un calculateur qu'on a voulu tout à fait accessible, donc qui ne nécessite pas de rentrer son numéro de sécu, les coordonnées de ses parents, enfin voilà, qui permet de connaître très facilement le montant d'une cotisation et de l'indemnisation à laquelle la cotisation correspond. Sur notre site, donc n'hésitez pas à aller voir. Je pense que on va mettre dans le fil les coordonnées du site de l'association GSC. Voilà. Et donc, soit par souscription directe, je le disais, possible en ligne, ou alors via tous les réseaux du GAN, de Groupama, d'AG2R La Mondiale, de SMAPTP, d'Alliance, ou même par le biais d'un avocat ou même de son expert comptable. Oui. Notre cheval de bataille à l'association, c'est aussi de sensibiliser tous ceux qui gravitent autour du chef d'entreprise pour que l'information passe en fait. Parce que l'autre problème, c'est que trop peu de chefs d'entreprise sont informés de l'existence de solutions. Donc, tous ceux qui gravitent autour de l'entrepreneur doivent eux-mêmes être informés et faire passer l'information. Bien sûr, communiquer auprès des chefs d'entreprise. Pardon, on a trop de chefs d'entreprise qui viennent nous voir quand c'est trop tard. Et ça, il n'y a rien de plus terrible. Mais oui, il faut rester manœuvrant, comme on dit, sinon on peut dériver au gré du vent. Oui. Alors, parce que sinon, il faut quand même appeler un chat, et c'est qu'en cas de difficulté, c'est une triple peine. C'est-à-dire que, expliquez-nous un petit peu les risques que prennent les chefs d'entreprise. De toute façon, tous les chefs d'entreprise, qu'ils soient hommes ou femmes, parce que là, pour le coup, on ne peut pas genrer le risque, s'exposent à perdre leurs biens personnels, mais pas que. Un chef d'entreprise qui va liquider et qui ne sera pas assuré, devra rebondir dans l'urgence et va partir dans le salariat. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Et pour le coup, il ne sera plus créateur de richesse et de valeur
Oui, son patrimoine professionnel et évidemment personnels peuvent être. impacté, son patrimoine personnel et Oui, familial alors là, en aussi, plus, ça va dépendre effectivement du choix si du les cautions statut de bancaires, l'entreprise. etc. Ouais. Exactement, ça c'est un Et autre puis, sujet, mais effectivement, c'est essentiel d'être accompagné et c'est ce qu'ont aussi voulu les organisations patronales qui nous ont créés il y a plus de 40 ans, donc le MEDEF, la CPME et l'U2P, permettre justement un accompagnement dès la création pour le choix de son statut. Parce que du choix de son statut va découler les protections sociales qui pourront être mises en place. C'est vrai que tout à l'heure, je crois que c'est Sylvie Dalguer qui parlait des auto-entrepreneurs et du fait que la vie pouvait être longue et que si on ne cotisait pas à la retraite, eh bien, on n'avait rien. Ça marche aussi pour le chômage. Voilà. Donc, sûr, bien sûr. le choix du statut est essentiel. Oui, il faut bien penser que la vie de famille elle peut être bien sûr Tout est directement impacté. des divorces, quelquefois, malheureusement, ça arrive souvent. Une question, y a-t-il une spécificité des femmes dans leur désir de se protéger justement à ce niveau-là? Alors, l'étude justement qu'on a mis en place montre que 57% des femmes estiment qu'une prise de risque nécessite impérativement une assurance en cas de perte de leur emploi. En revanche, ça ne se vérifie pas dans la réalité parce qu'elles sont moins nombreuses à être assurées que les hommes. Alors, il y a un point important qui est peu abordé dans le cadre du rebond, c'est celui des enfants. Ça, c'est aussi un sujet dont vous pouvez peut-être parler, évoquer, en tant que mère de famille, chef de famille. Oui, oui, on sait que... comme les hommes, les femmes chefs d'entreprise, alors elles ont ce point commun avec les hommes, c'est qu'elles vont s'oublier. Elles vont faire passer leur entreprise, elles vont penser à l'assurance de leurs salariés, ce qui est tout à fait normal, mais elles ne vont pas s'assurer elles-mêmes. Et les conséquences de ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que si on n'a pas pris d'assurance volontaire, eh bien, payer les études des enfants, ça devient difficile. Payer son loyer, enfin tout ce qui gravite autour de la vie personnelle. En fait, c'est vraiment protéger son espace personnel. Alors, Lauriane, vous qui écoutez, est-ce que c'est un produit d'assurance? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle et qui pourrait vous intéresser justement dans le cadre de votre entrepreneuriat? Alors, moi, j'ai eu pour le coup la chance d'avoir des gens autour de moi au tout début du monde de l'assurance et même des gens plutôt bienveillants qui m'ont bien conseillé, effectivement. Donc maintenant, je transmets ce message de protection sociale, voilà, parce que c'est effectivement très important. On ne se rend pas forcément compte, et surtout quand ça fonctionne, et surtout quand ça fait des années, parce qu'au bout d'un moment, c'est le type de protection que si on ne l'apprend pas, si on ne l'anticipe pas, on ne le fait pas. Parce qu'après, on est pris dans le quotidien. Voilà, ça, pour moi, ça devrait même être obligatoire, c'est-à-dire un peu comme, comme le reste. Et moi, je suis aussi alarmiste qu'avec quelqu'un qui n'a pas de mutuelle, si vous voulez. Donc, on va dire que j'ai le même discours. Je vais dire, voilà, aujourd'hui, tout se passe bien, mais s'il se passe quelque chose, l'idée, c'est quand même pas de se retrouver le bec dans l'eau, et surtout qu'effectivement, nous n'avons pas le droit au chômage. Donc moi, je me suis bordée. Je borde effectivement énormément mes salariés. Et j'incite évidemment toutes les personnes à vraiment se protéger, et j'essaye de les guider aussi sur justement le choix du statut, vous en parliez, et vraiment les incidences en termes de protection sociale que ça peut avoir sur eux, sur les dirigeants, mais aussi sur leur famille. Voilà, je ne m'adresse pas de la même façon à une personne, une maman solo par exemple, en face de moi, que à une personne qui est en couple mariée avec, j'en sais rien, quelqu'un qui travaille pour une grosse entreprise. Et voilà.
Donc, l'idée aussi, c'est de se protéger soi. Quand ça se passe bien, tant mieux. Mais non, je suis totalement d'accord avec ça. Et moi, ça va, j'ai réussi à me cadrer là-dessus. D'accord, parfait, merci. Alors, il y a une question de Céline dans le chat. William. Oui, Céline demande, donc c'est pour l'autre Céline Gauthier. Céline vous dit, si je comprends bien, c'est une cotisation qui permet d'avoir une bouée de secours en cas de difficulté avec l'entreprise. Alors, en cas de liquidation ou de fermeture involontaire de l'entreprise. Ouais. Et donc, elle rajoute, y a-t-il une sorte de délai de carence à partir de la création d'activité? L'ACRE a-t-il un lien avec cette cotisation volontaire? Alors non, il n'y a pas de délai de carence à partir de la création d'entreprise. On a une formule créateur qui permet justement de pouvoir s'assurer même sans aucun revenu. Cette formule créateur, elle permet une indemnité de 6 000 €. C'est forfaitaire. Voilà, il y avait une autre question. La première partie de la question. Alors la première, c'était y a-t-il une sorte de délai de carence à partir de la création d'activité? Voilà. Alors, en revanche, pour revenir sur le fait qu'il faut que l'entreprise soit fermée pour être indemnisée, en revanche, à l'association GSC, on accompagne le chef d'entreprise, on a un fonds social qui permet d'aider les chefs d'entreprise bien en amont de la liquidation de l'entreprise. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à nous contacter. Ce fonds social est hyper réactif. On a été très contents de pouvoir aider pendant la période Covid des chefs d'entreprise en 48 heures. Très bien. Parfait. Merci beaucoup Céline, merci à Marjolaine, également Julie et Lauriane. Merci William pour cette première table ronde. On fait une toute petite pause et on se retrouve à 11h15 avec la table ronde qui a pour thème « Elles se soutiennent » avec de nouveaux invités. Merci, à tout de suite. Merci. Voilà. Donc, merci à tous. Merci. Si vous n'êtes pas encore inscrite à la prochaine table ronde, je vous ai mis le lien dans le chat. Et sinon, quand vous allez à la fin de cette vidéo, quand ça va s'arrêter, vous serez redirigé vers le site Second Souffle directement sur la page pour s'inscrire également. Donc, à 11h15, à vous toutes et à vous tous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.